Bonsoir et bienvenue dans Audition publique. Comme tous les lundis soirs, en direct, notre rendez-vous LCP, Assemblée nationale, Public Sénat et Le Figaro. C'est une heure de débat, vous le savez, une heure pour s'expliquer parfois, pour aller au fond des enjeux et des questions d'actualité du moment. Notre invité ce soir est Alexis Corbière. Bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Au cours de cette émission, je vous le rappelle, vous allez être interrogé par nos deux consoeurs qui vont nous rejoindre tout à l'heure, des chaînes parlementaires. Puis il y a deux parlementaires qui vont vous interroger, une députée, un sénateur. Alors, vous connaissez peut-être plus la députée puisque vous êtes dans la même assemblée. Et puis pour conclure, le regard d'Yves Tréhard du Figaro. Et là, vous verrez, il aura des questions précises à vous poser aussi. Sans oublier les questions que les téléspectateurs peuvent nous faire parvenir par le biais de Figaro Live. Et je vous les relayerai évidemment au fur et à mesure de l'émission. Première question, ce qui s'est passé à Chanteloup-les-Vignes, l'incendie d'un chapiteau de cirque, des policiers pris à partie. 3 ministres vont aller sur place demain, Christophe Castaner, Nicole Belloubet et Julien de Normandie. Et Édouard Philippe a fustigé aujourd'hui la petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui ont fait tout cela. Est-ce que vous reprendriez les mêmes termes ? De toute façon, il faut condamner cet acte. Mais il faut condamner le fait qu'on ait détruit ce cirque. C'est évidemment absurde, c'est un lieu de culture, un lieu d'échange qui a apporté beaucoup au quartier. Maintenant, il faut se décaler et essayer d'aborder le sujet un peu grand angle. Le problème, moi je connais pas bien Chanteloup-les-Vignes, mais je connais bien la Seine-Saint-Denis. Peut-être qu'on va en parler parce que le Premier ministre est venu avec 4 ministres la dernière fois. Il y a des quartiers en France où s'accumule tellement d'inégalités, de pauvreté. Ça n'excuse rien, mais tout de même, s'il s'agit seulement de dire que c'est une petite bande d'imbéciles, que 3 ou 4 ministres vont venir sur place pour déplorer cette violence qui peut exister, je ne connais pas bien la situation, mais et ne pas s'apercevoir, parce que c'est un département qui est riche en l'occurrence, mais Chanteloup-les-Vignes accumule particulièrement de difficultés, de gens au chômage, de gens dans une situation de précarité. Donc ça n'excuse pas, mais ça explique. C'est-à-dire que la question, c'est pas seulement, si c'est pour dire que c'est une bande d'imbéciles, point final, ça sert à rien. La question, c'est comment on évite ça. Je veux dire, ça fait combien de fois qu'on a ce genre d'incident ? Moi, je suis originaire de Béziers. J'ai vu à Béziers, dans le quartier populaire de la Devèze où j'ai grandi, l'école d'État-Marie, où j'ai fait toute ma scolarité du CP au CM2, a brûlé. D'accord ? On peut passer notre temps à dire c'est malheureux, ça a brûlé. La question, c'est pour quelle raison, dans un quartier très populaire, il y a à un moment donné une situation de crise qui est telle que des gens, sans doute des imbéciles, c'est pas le sujet, mais en sont dans une situation où c'est la violence qui prend le pas. Vous dites c'est d'abord la précarité économique et sociale. C'est des causes multiples, évidemment, mais observons quand même que cela se produit dans des endroits où assez proches, il y a des gens qui, une fois de plus, ont des taux de chômage particulièrement importants, des taux de précarité particulièrement importants, des taux de sous-qualification. Mais le problème, c'est pas d'excuser. Mais à l'inverse, si c'est pour n'apporter aucune explication et venir seulement dire c'est des imbéciles, des barbares, point final, faire un barnum médiatique où 3 ministres se rendent sur place et après ne règlent rien, ça, c'est pas correct. Je veux parler là au nom de la Seine-Saint-Denis. C'est un département, et le Premier ministre l'a avoué, qui est hors norme. Et sans doute Chanteloup-les-Vignes, pareil. Mais on va y revenir. Non, mais c'est le sujet. Mais oui, donc, mais justement, pour terminer, je réponds à votre question. Si c'est pour seulement avoir des mots méprisants vis-à-vis des imbéciles, des irresponsables qui ont fait cet acte, et en rester là, franchement, c'est être en dessous de la main. On est dans une situation explosive aujourd'hui en France. Très bien. Et c'est ça qu'il faut résoudre. On va accueillir à ce sujet Tam Tranui de Public Sénat et Brigitte Boucher de LCP Assemblée nationale. Bonsoir, Dame. Bonsoir. Brigitte. Bonsoir, Francis. À vous. Bonsoir, Brigitte. Alexis Corbière. On vient de parler de Chanteloup-les-Vignes. Il y a eu d'autres problèmes, d'autres guet-apens entendus à la police. Il y a des problèmes à Brest, à Béziers. Il y en a eu à Marseille. Est-ce que vous craignez un embrasement des banlieues ? Je ne sais pas, c'est difficile de dire la chose comme ça. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a des quartiers, ce que vous appelez les banlieues, des quartiers dans lesquels s'accumulent des inégalités sans précédent. Le Premier ministre, je suis en désaccord, du moins j'ai trouvé ses propositions très en deçà de la main, si je me permets l'expression, mais il a reconnu une chose, c'est que c'est hors norme. C'est-à-dire que l'égalité... Non mais moi ce que je demande, c'est est-ce qu'on n'est pas comme en 2005 ? Est-ce que ces tensions avec la police et les gens, les conditions sont réunies habitants des banlieues, à nouveau, sans aucun doute que les conditions sont réunies à nouveau pour que, comme vous l'avez dit, c'est arrivé en 2015, c'est arrivé précédemment, cela explose à nouveau. Ce que je ne souhaite pas, rien n'a été réglé, rien. Depuis 2005. Mais même au-delà, on pourrait même remonter à Vénissieux dans les années 80, où assez régulièrement on voit des crises et on se dit qu'est-ce qui se passe ? Et puis on va en parler, vous allez en parler, et puis on va faire un... Mais vous dites les conditions sont réunies. Ah ben, sans aucun doute, oui, vous le voyez bien. Tant d'injustice, tant d'inégalités, des services publics à la dérive, des conditions de vie terribles. Et on va parler sans doute après du logement, un logement insalubre dans beaucoup d'endroits, etc. Alors comment justement on rétablit l'ordre aujourd'hui dans ces quartiers ? Quand vous voyez que tout cela, par exemple, à Chanteloup-les-Vignes, ça a commencé par un guet-apens tendu aux équipes de police, mais aussi aux pompiers, parce que des travaux dérangeaient l'économie souterraine. Comment on fait revenir l'ordre ?
Ce que je vous propose, c'est de faire revenir un ordre social. Parce que si l'ordre, c'est seulement le maintien de l'ordre, si c'est le service public Vous ne demandez pas plus de moyens, par exemple, pour les forces de police ? Je demande plus de moyens. Mais de la même façon que moi, c'est ça que vous dites. non, mais de la même façon que moi, qui suis élu de Seine-Saint-Denis, Montreuil, Bagnolet, je réclame un commissaire, par exemple, de plein exercice, ce que je n'ai pas sur la ville de Bagnolet, qui est un grand endroit d'ailleurs, où il se vend notamment du cannabis, mais même au-delà. Il faut aller au Lila, assez loin. Vous savez, dans les Hauts-de-Seine, il y a le nombre de mètres carrés pour un commissariat est beaucoup plus réduit que chez nous en Seine-Saint-Denis, que l'on ne cesse de montrer du doigt. Mais je sais qu'en même temps que je demande des policiers, je demande aussi qu'il y ait des maîtres qui soient remplacés lorsqu'ils sont absents, de remplaçants dans les écoles. Je demande à ce qu'on ne ferme pas, comme ça a été le cas dernièrement, le centre des impôts. La police ne peut plus aller dans les banlieues. Est-ce qu'il faut, par exemple, remplacer la police par l'armée ? J'imagine que vous-même, en posant la question, vous n'y croyez pas. Je veux dire, les gens ne sont pas des ennemis. L'armée, elle sert à faire la guerre à un ennemi. Je parle de gens que l'on a placés, que l'on maintient dans des situations d'injustice et d'inégalité. Et la police est un service public, il y en a d'autres. Et si la seule chose que vous avez à répondre à ça, c'est dire on va envoyer des policiers pour leur rentrer dans le tas, ça va être impossible pour les policiers eux-mêmes, car on ne maintient pas l'ordre comme ça et ça ne réglera rien. C'est la raison pour laquelle je dis oui des policiers, mais des enseignants, des services aussi de santé. Alexis Corbière, les Jeux Olympiques. Oui, il y a aussi des choses positives qui se passent en Seine-Saint-Denis. Édouard Philippe qui lance aujourd'hui les travaux du village olympique. Est-ce que c'est un bon projet pour la Seine-Saint-Denis ? Est-ce que c'est une aubaine aussi pour ce territoire qui a tant de difficultés ? Ce que je vois des investissements qui ont lieu en Seine-Saint-Denis, c'est que le retour sur la population risque d'être assez, en termes par exemple d'équipements sportifs de proximité, assez réduit. On va avoir un événement qui va drainer beaucoup d'argent lorsque les Jeux Olympiques auront lieu, mais qu'est-ce qui va en rester véritablement ? C'est une bonne chose ou pas une bonne chose, là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est quand même une bonne chose. C'est quand même incroyable qu'on débloque des moyens quand il y a les Jeux Olympiques, mais on ne les débloque pas quand il y a une situation de crise qui peut entraîner ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Je répète, je trouve incroyable que quand c'est les Jeux Olympiques, il y a des fonds qui sont débloqués, des permis de construire ça va plus vite. Réjouissez-vous au moins. Mais ce que j'aimerais me réjouir, c'est qu'au moins les ascenseurs fonctionnent dans les cités de la capsulerie à Bagnolet, par exemple. Pour quelle raison ? Vous n'êtes pas opposé aux JO au Seine-Saint-Denis. Je m'oppose à ce que quand il s'agit d'avoir du pain et des jeux, il y a de l'argent et pour faire du profit, mais quand il s'agit de quotidien de gens, alors moi, il y a certains projets qui ne sont pas inintéressants, notamment le fait qu'il restera des logements sur le village olympique, notamment le fait que peut-être, et encore certains projets sont un peu mis au rencard, il y aura des lignes de transport qui resteront. Mais en termes d'équipements sportifs de proximité, il ne restera pas grand-chose. Et surtout, je répète, je dis à tout le monde, comment cela se fait-il ? Moi, l'état d'urgence, je ne le décrète pas uniquement pour les Jeux Olympiques, mais pour le quotidien des gens. Et là, par contre, les fonds d'investissement, parce qu'il y a moins de profits à faire, sont moins nombreux à venir. Donc, j'aime pas cette manière d'aborder le sport par le tout profit. On méprise souvent des populations. Alors, en Seine-Saint-Denis, que vous connaissez bien, vous l'avez dit, il y a eu 23 mesures annoncées par le Premier ministre la semaine dernière pour ce département, le plus pauvre de France. Est-ce que vous dites qu'il y a une prise de conscience de l'État, enfin, et c'est bien ? Alors, je ne veux pas être le personnage grincheux, je vais passer par l'aspect positif. J'ai trouvé bien, et je l'ai dit au Premier ministre en toute franchise, qu'il ne conteste pas le rapport, notamment de 2 parlementaires, qui effectivement considéraient qu'il y a une situation d'urgence. La Seine-Saint-Denis ne réclame pas plus que les autres, elle ne tend pas la main, elle ne cherche pas à faire l'aumône, elle dit seulement est-ce qu'on peut avoir les mêmes moyens qu'à côté. Dans ce rapport parlementaire, il y a cette phrase choc, notamment en matière d'école, qui dit que l'établissement scolaire le moins bien pourvu de Paris est plus riche que l'établissement scolaire le mieux pourvu de Seine-Saint-Denis. Et ça en dit long. Alors, à partir de là, reprenons les choses. Pour que seulement, c'est un rapport de la chancellerie, il y ait le même nombre de magistrats pour faire fonctionner le tribunal, il en faudrait 89. Ce qu'on nous propose à grand coup de tambour, c'est 12. Alors, c'est 12, c'est mieux que 0, mais avouez que d'ici à atteindre 89, on n'y est pas tout à fait. Mais il y a une prise de conscience. En matière de logement, il n'y a rien si ce n'est 5 emplois à plein temps pour des contrôleurs sur des logements. Il y a 30 000 logements insalubres. J'ai pris l'exemple tout à l'heure, ne serait-ce que des ascenseurs qui fonctionnent plus parce que les OPH, les offices publics d'habitation, sont tellement pris à la gorge. Il y a 500 enseignants, le dédoublement des classes. Il y a des enseignants. Non, il n'y a pas le chiffre de 500 enseignants. En matière d'école, ce chiffre-là n'est pas la vérité. Il y a le dédoublement des classes, il y a quand même des efforts sur l'éducation. Ça, ce n'est pas dans le plan, ça n'a rien à voir. C'est les mesures de M. Blanquer qui souvent se heurtent à des problèmes de locaux ou souvent on a des doublements de classes dans les mêmes locaux. Il n'y a pas d'enseignants supplémentaires en Seine-Saint-Denis. L'école, précisément, avec le logement, de mon point de vue, est le grand absent. Donc, une fois qu'on a dit ça, j'observe qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Très concrètement, c'est quand même pas à la hauteur des besoins. Ça ne rattrape pas, ne serait-ce qu'avoir les mêmes moyens. Prise de conscience, vous avez Alors dit. ça, par contre, le signal est envoyé, contrairement au mépris qui était donné parfois, qu'on donne beaucoup d'argent à la banlieue, qu'il gaspille. Le Premier ministre reconnaît qu'effectivement une situation d'urgence. C'est un premier signal. Ça, c'est l'aspect positif du rapport Borloo, qui avait dit des choses très fortes. Une dernière question sur la Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, toujours. Qu'est-ce que vous pensez de la possible candidature d'Alexandre Benalla au municipal à Saint-Denis ? Rien, j'en pense rien. C'est-à-dire ?
Et Moi, encore. je n'en Vous pense aviez eu strictement des rien. échanges assez musclés avec lui Non, sur les mais réseaux sociaux. non, mais vous voyez, je veux dire, je n'en pense rien. C'est pas parce que c'est un monsieur qui s'est fait connaître pour avoir cassé la figure à 2 manifestants que je ne sais pas. S'il est candidat, les électeurs jugeront. Je ne sais pas quel est son projet, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Pourquoi pas? Non, mais c'est pas parce qu'il est vu à la télé que sa candidature mérite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je n'en pense rien. Alors, comme il est proche du président de la République, j'éviterai sans doute à ne pas voter pour lui. Mais ne me faites pas commenter. Vous voyez. Très bien. Et je pense En que revanche, monsieur Benalla, vous l'avez dit, se nourrit du fait qu'il m'avait provoqué sur Twitter, existait, mais je ne sais pas ce qu'il propose sur Saint-Denis, sans doute des mauvaises choses d'ailleurs, mais j'en pense pas plus. Hein. En revanche, il y a Vous un pensez élément quelque chose. qui va arriver bientôt, c'est la manif contre l'islamophobie, contre la stigmatisation des musulmans qui aura lieu le 10 novembre à Paris, notamment avec la France Insoumise, mais pas que. Non, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui va y participer, il l'a dit. Quel message il veut envoyer et surtout à qui? Aux Français. Quoi? C'est-à-dire quoi, les Français sont islamophobes? Vous ne voyez pas que dans le pays monte malgré tout un discours souvent qui a tendance à considérer que les musulmans seraient responsables de beaucoup de problèmes, que c'est eux qui remettraient en cause la laïcité. C'est une manif contre les Français. Contre les Français, c'est quand même étrange. Pardon? C'est une manif ce que vous pour, venez de contre, dire. j'ai pas compris. Quand vous dites que ça s'adresse aux Français. Oui, ça s'adresse aux Français, de dire rassemblons-nous, faisons preuve de fraternité. Les musulmans ne sont pas le Oui, problème mais de la qui est France. islamophobe pour vous aujourd'hui? Qui est-ce qui Il y a incite un à discours, l'islamophobie? vous voulez des noms, il y en a même qui font profession à la télévision, et Alors, même dites-nous. on est dans les Vous locaux avez du le droit de Figaro. dire. Non, mais je veux dire, franchement, ça dépend. Quand je vois que M. Zemmour, que j'ai eu connu à une époque où il était un débatteur avec lequel on pouvait échanger, mais qui arrive en disant avec un sourire que finalement le nazisme est moins pire que l'islam, et qui remet à ce type de provocation extrêmement blessante pour beaucoup de gens. Moi, franchement, je ne suis pas croyant et je ne suis pas musulman. Enfin, vous pensez pas que ça blesse des gens de dire Mais c'est que pas le une manif nazisme... anti-Zemmour, c'est pas une manif anti-Zemmour Non, mais le 10 novembre. Vous me demandez de citer Non, mais un juste, nom. c'est pas une manif Écoutez, anti-Zemmour. c'est j'ai pas- eu du respect pour M. Yves Tréhard, mais quand il va, tout à l'heure on va débattre, mais quand il explique Yves, qu'il il descend arrivera d'un tout à bus, l'heure. quand il Rien explique, à voir attendez, avec la Non, société non, mais de quand il vigilance, explique, par exemple. quand un journaliste, puisque Vous vous me lui en demandez parlerez. des noms, je Oui, me mais plie à vous lui en l'exercice. parlerez tout à l'heure, il est Quand là. un journaliste dit qu'il descend d'un bus quand il voit une femme voilée, descend-il d'un bus quand il voit Il un a- homme avec une kippa? Il a Non, mais- expliqué, il s'est excusé, Non, mais il a dit qu'il a... vous me donnez un exemple. Oui, Voilà. mais d'accord. Alors tant mieux si les gens s'excusent après. Et puis revenons à ce qui s'est passé à Bayonne. Il y a un attentat d'un homme d'extrême droite qui a voulu provoquer la situation et sans doute embraser le pays en faisant le choix de brûler une mosquée et même de tirer sur des gens. C'est grave. Et bien de la même façon que quand il y a des moments où il y a des crimes antisémites dans le pays, je pense qu'il faut sortir dans la rue pour dire non à l'antisémitisme. Il me semble Qu'est-ce que utile. vous répondez à ceux qui jugent que vous avez une démarche clientéliste, voire communautariste? C'est ce que dit par exemple Jordan Bardella, le Rassemblement national. Non, mais c'est minable. Lui-même ne saurait même pas définir ce que c'est. Ça, c'est le côté. Quoi, le clientélisme ou Non, mais l'islamophobie? qui disent les choses. En fait, ils pensent, parce que je connais le coup, vous êtes clientéliste, en fait, vous faites ça pour les Arabes, pour les musulmans. Je connais, c'est ça leur discours. Ils n'osent pas le dire. Alors, on invente des mots aujourd'hui. Clientélisme. De quoi parle-t-il? Moi, je le répète, personnellement, je ne suis pas croyant. Mais je suis attaché à la laïcité, c'est-à-dire garantir la liberté de conscience et la liberté du culte. Il y a des Français, quelle que soit mon opinion, qui sont de confession musulmane, comme certains sont de confession juive, comme certains sont de confession catholique. Voilà. Il Et faut il y en pas a oublier aussi. quand Attendez, je veux terminer mon propos. Et aujourd'hui, il est de bon ton de considérer que la laïcité ne serait remise en cause que par les musulmans. Je vous ai amené un document. Voilà. Je suis membre de la commission défense et armée. Prochainement, il y a le 11 novembre, d'accord, que tout le monde connaît. Eh bien, Madame la ministre Dariussec, chargée des anciens combattants, m'invite, à moi qui suis député, avec le bleu, blanc, rouge, à participer à une messe, d'accord? À une messe. Moi, je pense que la laïcité, il faut la défendre dans tout ce qu'elle signifie. C'est-à-dire Oui, que... oui, mais non, mais attendez, c'est justement, important. attendez, Vous dénoncez que justement, l'exécutif- le 10 novembre, c'est quand même une manifestation qui est organisée par le CCIF, qui est le Non, collectif contre non, l'islamophobie. Elle n'est pas organisée par lui. Un des organisateurs D'accord, est le un des CCIF, signataires. un des Mais moi, signataires, et pas des moindres, il est en tête de D'accord. liste quand même. Il ne faudra pas venir après dire que vous êtes taxé d'islamo-gauchiste. Mais non, mais vous voyez, vous utilisez un vocabulaire. Je vais vous dire une chose. Moi, quand Madame Mireille Knoll a été assassinée, j'ai participé à une manif contre l'antisémitisme et il y avait des fascistes de la LDJ, la Ligue de défense juive, qui nous ont agressés, qui ont tenu des propos homophobes et qui ont été tolérés par les organisateurs du CRIF. Pour autant, je ne regrette pas d'être allé à cette manifestation. Ce que je veux vous démontrer, c'est qu'il arrive parfois qu'on manifeste et que dans une manif, il y a des gens qui n'ont pas mes positions. Par ailleurs, vous parlez du CCIF, je vais aller à Ce l'essentiel. ne sont pas vos positions. pas J'ai vos entendu positions. dire qu'il y a des gens qui ont des propos beaucoup... Mais moi, je ne suis pas... Évidemment, je ne défends pas... Moi, je suis un Proche laïc. des frères musulmans. Mais d'accord, mais moi, ce n'est pas mon cas. Ça vous est jamais arrivé. Enfin, pardon, vous êtes journaliste, mais moi, ça m'est arrivé dans ma vie. Ce qui m'intéresse, c'est l'appel. L'appel en question. L'appel, il dit des choses qui sont un appel, si je puis dire, à la fraternité et à la concorde. Et à dire dans ce pays, quand on a Il un n'y a peu pas de de mémoire... déni de votre côté. Vous reconnaissez bien que c'est une dérive de l'islam. Les cette attentats, radicalisation. Oui, les attentats Oui. qui sont commis. Mais en l'occurrence,
la manifestation, elle part de l'attentat de Bayonne. On est d'accord que c'est grave. Si une synagogue avait été attaquée, tout le monde serait sorti dans la rue. Là, c'est une mosquée. On a le droit de dire pour autant, il faut envoyer un signal de fraternité à nos concitoyens musulmans. Mais vous n'avez pas répondu au fait que les mêmes qui nous chatouillent sur la laïcité. Vous mettez en avant plutôt. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je le donne comme exemple. Non, mais à travers vous, pardon de cet effet rhétorique. Ce que je veux dire, c'est que si on défend la laïcité, on la défend, elle ne peut pas être à géométrie variable. Voilà, c'est ce que je dis. Pas de messe le 11 novembre. Notamment la messe pour les catholiques, mais la ministre n'a pas invité le député que je suis à participer à une messe. Elle m'inviterait à la mosquée, elle m'inviterait à la synagogue. Vous voyez? Alors, c'est ça le climat que je veux dénoncer, c'est celui-là. Si des musulmans ne respectent pas la laïcité, ils doivent être condamnés. Mais la laïcité s'appelle à tous. Et les musulmans ne peuvent pas être désignés dans ce pays comme étant les seuls responsables de problèmes. Voilà ce que j'ai dit, car dans leur grande majorité, de ce que je connais, sont des gens qui veulent respecter la loi et qui veulent vivre dans la paix et la concorde et qui en ont ras-le-bol sous le matin et soir sur leur religion. Alors, un autre sujet qui a créé la polémique, l'interview d'Emmanuel Macron à Valeurs Actuelles. Vous aussi, vous aviez donné un entretien à l'hebdomadaire en janvier 2019. Est-ce que la démarche du président de la République, elle, vous choque ? Non, mais c'est une stratégie. Il veut parler à cet électorat. Moi aussi, j'avais fait le choix. Vous avez fait pareil. Moi aussi, j'avais fait le choix au mois de janvier, en plein mouvement des Gilets jaunes, de m'adresser à Valeurs Actuelles, qui m'avait donné 4 pages pour dire ma lecture du mouvement des Gilets jaunes. J'avais même profité à l'occasion pour égratigner la rédaction de Valeurs Actuelles, qui fait son miel souvent en tapant sur les musulmans. C'est bon. Donc c'est pertinent, c'est de la stratégie politique. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on dit dans une interview. En l'occurrence, Valeurs Actuelles, comme au Figaro Magazine ou d'autres journaux dont je ne partage pas l'opinion, mais je veux dire, qui font partie de cette presse engagée. Donc c'est de la stratégie politique. Voilà, alors ce qu'il dit par contre là-dedans, qui consiste notamment à remettre en cause l'AME, vous savez, l'aide médicale d'État, me semble par contre flatter un électorat de droite extrême pour essayer de le faire revenir à lui. Il doit y avoir des annonces d'ailleurs mercredi. Alors, là, ça, je ne partage pas ce qui est dit. Mais sortons du débat sur le débat, qui consiste à dire il a donné une interview à Valeurs Actuelles. Moi, je ne suis pas d'accord avec la rédaction de Valeurs Actuelles, mais reste à savoir ce qu'on dit dans Valeurs Actuelles. Et je ne suis pas d'accord avec le fait que le président de la République nous parle islam, immigration, AME, tout est mélangé, paquet cadeau, et envoyer des signaux pour le coup, pardon l'expression triviale, de drague politique de l'extrême droite. Et là, je pense qu'il se fourvoie et qu'à ce jeu-là, c'est pas lui qui gagne, en général, c'est plutôt l'adversaire. Il n'y a pas que les questions de laïcité, d'islamophobie, il y a aussi les questions sociales, parce qu'il y a des enjeux en ce moment, évidemment. Les centrales. Oui, on va parler justement de la grève qui s'annonce dans les transports le 5 décembre autour de la réforme des retraites. Oui, une grève à la SNCF, à la RATP notamment, pour protester contre cette réforme. Est-ce que vous souhaitez un blocage du pays ? Non mais voyez, je souhaite que la réforme soit retirée. C'est-à-dire que si vous allez me présenter comme une brute, parce que les gens qui nous regardent vont se dire mais ce Corbière, franchement, il est insupportable. Moi, je veux rien bloquer. Moi, je dis seulement que la réforme. Cette manifestation est justifiée. Non mais voilà, je dis seulement que la réforme, que tous ceux qui m'écoutent, quel que soit ce que vous votez, quelle que soit votre opinion, vous allez devoir travailler plus longtemps pour avoir une retraite qui va être moins importante. Et si vous en avez les moyens, notamment ceux qui sont cadres, vous allez voir un business florissant des assurances privées pour compléter votre retraite qui sera plus faible qu'auparavant. Et pour les catégories populaires, nous allons avoir une augmentation du nombre de retraités pauvres. Je ne veux pas de ça pour le pays. Donc, dans la mesure où je ne suis qu'un parlementaire minoritaire, je pense qu'une société démocratique doit tolérer les contre-pouvoirs. Le droit de grève existe dans ce pays. Et le pouvoir de la rue, donc. Par moment, oui, il faut se faire entendre. Voilà, c'est une société démocratique. Le pouvoir de la rue. Pourquoi pas, oui. Et la grève, c'est pas toujours ça peut mener. On ne sait pas jusqu'où ça peut mener, quoi. À des choses tout à fait positives. Je vous rappelle que la République a été aussi fondée par une révolution. On est un pays qui est né dans le mouvement populaire. En 1968, on a augmenté les salaires. J'imagine que les gens à l'époque n'étaient pas si défavorables que ça. On a même gagné, vous savez. Est-ce que vous partez en vacances, vous partez au congé payé. D'accord. C'est grâce, vous savez, à des grèves et des manifestations. Oui, mais on conteste pas. Non, mais donc, par moment, l'histoire du pays s'est écrite dans des grèves et des manifestations. Et en l'occurrence, écrire une histoire aujourd'hui, ça passe par le fait de dire à Macron, non, nous ne voulons pas travailler jusqu'à 65, 66 ans, retirer. Et on a le droit de se faire entendre. C'est le début de la convergence des luttes que Jean-Luc Mélenchon a appelé de ses voeux, lorsque vous voyez qu'il y a les Gilets jaunes qui aujourd'hui veulent aussi manifester le 5 décembre. Je pense qu'on va peut-être parler du dossier assurance chômage, du dossier retraite. Il y a beaucoup de colère sociale, d'inégalité. Non, mais c'est la même chose. Tout ça, je veux dire, c'est des pronostics. Moi, je suis pas Madame Irma, je peux acheter une roulotte et faire. Non, mais déjà, il y a peut-être. Je pense qu'il serait bon. Non, mais voilà. Moi, quand je vois les policiers manifester en disant qu'il n'y a pas assez de moyens, à tel point qu'on en est à 59 suicides de policiers, tellement leurs conditions de travail sont dures. Les pompiers qui ont manifesté, les enseignants qui sont en colère. Je me dis, tout ça, c'est quand même une même idée. Que dans ce pays, il faut redonner les moyens au service public, arrêter le gel du point d'indice des fonctionnaires, augmenter les salaires, arrêter de faire des cadeaux, pardon de l'expression, mais je pense au CICE, on va peut-être en parler tout à l'heure, qui franchement a plus profité aux grands groupes qu'aux concitoyens. On est le pays record de l'argent qui est donné aux actionnaires, etc. Donc on peut imaginer
autre chose, une société plus écologique, plus sociale, de partage. Voilà ce que je dis. Est-ce que vous pensez qu'on est dans le même contexte que 1995 ? Est-ce que vous pensez que l'opinion sera de votre côté ? On sait que déjà elle a contesté la grève, le retrait généralisé, la grève surprise. Est-ce que vous aurez l'opinion avec vous ? La grande différence, je crois, à 1995, c'est qu'on est dans des processus de décomposition des forces politiques traditionnelles beaucoup plus forts. C'est-à-dire qu'en 1995, il y avait des partis, des organisations syndicales qui avaient une certaine influence. Ce que je vois aujourd'hui, ce qui est la nature de certains mouvements, je pense notamment aux Gilets jaunes, c'est le caractère spontané de certaines choses qui ne veulent pas souvent être dirigées par des organisations, qui créent un côté à la fois plus spontané, plus fort, mais aussi plus, je ne veux pas utiliser un terme trivial, mais parfois plus complexe à appréhender. Donc ça peut être la marque d'une différence, ça veut dire un mouvement social, une forme de grève qui pourrait éclater, mais qui prendrait des formes de rejet des organisations traditionnelles, qui s'est fortement exprimé d'ailleurs lors de la dernière élection. Donc ça veut dire que ces gens-là ne se mobilisent pas forcément le 5 décembre au coup de sifflet des syndicats. Si, mais je veux dire, c'est peut-être pas nécessairement à l'appel des organisations syndicales, ça répondra pas nécessairement à des consignes qui seront données, il peut y avoir quelque chose de très fort, et à nous... quelque chose de très fort, mais il peut y avoir aussi des débordements, des dérapages. Oui. Vous les craignez ? Moi, je souhaite pas que les choses se passent de manière violente. Je pense que notre force à nous, c'est le nombre. Notre force, c'est que nous sommes les généreux, les partageux, et il ne faut pas donner le visage de la violence. Mais par moments, vous savez, il y a aussi des cycles qui se mettent en place. Ça s'est construit comme ça. Vous parlez de 1789. Non, on va passer à 1789, ça n'était pas cohérent, c'était l'ancien régime qui était Vous refusez donc la réforme des retraites. Est-ce que, d'une certaine façon, vous n'êtes pas conservateur ? Il faut conserver certaines choses. Vous aussi, vous l'êtes sans doute. Je ne suis pas pour... Parce que vous savez, si la modernité, c'est dire travaille jusqu'à 68 ou 70 ans et touche 1 200 € ou même moins de 1 000 € de pension, vous n'avez pas trouvé ça très moderne. Méfions-nous de ces mots, vous savez. C'est des mots qui ne veulent rien dire. Il y a un vocabulaire pas très conservateur. Et vous ne voulez pas dire qu'on ne change rien. Non, mais... Je pense que le droit à la retraite à 60 ans, je suis pour le conserver. D'accord ? Donc, de ce point de vue, vous êtes un conservateur de la retraite à 60 ans. Qu'on ne puisse pas licencier une femme quand elle est enceinte, je suis pour conserver ce droit. Vous voyez, il y a plein de choses qu'il faut conserver. Méfions-nous de ce vocabulaire de DRH qui consiste à dire qu'il faut de la souplesse, de la modernité, pas être conservateur. Il y en a d'autres, par contre, il y a des droits à obtenir nouveaux. Mais donc, je suis un défenseur, un conservateur de nos acquis sociaux qui n'ont jamais été donnés d'ailleurs. Voilà ce que j'ai à dire et ça concerne tout sur le monde. Chômage aussi. Oui, la réforme de l'indemnisation chômage qui cristallise les mécontents. Quelle arnaque. Est-ce que le gouvernement doit revenir sur cette réforme ? Est-ce qu'il doit faire marche arrière ? Oui. Vous l'appelez marche arrière ? Vous imaginez un appel solennel ? Oui, là je pense que c'est gratter une allumette au-dessus d'un baril de poudre. C'est-à-dire dans un pays quand même de grande tension, considérer qu'on va réduire encore plus les indemnités chômage. Auparavant, pour bénéficier d'une indemnité chômage, si je ne dis pas de sottises, vous me corrigez, il fallait avoir travaillé 4 mois sur les 28 derniers mois. Désormais, on va passer de 6 mois sur les 24 derniers mois. En gros, vous allez avoir un abaissement de l'indemnité chômage. Je rappelle qu'actuellement, un chômeur sur 2 ne perçoit pas d'indemnité chômage. Qu'est-ce qu'on va y gagner ? Qu'est-ce qu'on va gagner dans ce pays sur le fait que ceux qui sont déjà au chômage vont toucher encore moins, si ce n'est avoir une augmentation de la pauvreté. Nous avons déjà 9,3 millions de nos concitoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est une réforme financière ? Oui, c'est une réforme pour faire des économies et avec un habillage idéologique qui consiste à dire ceux qui sont au chômage, c'est qu'ils ne se bougent pas assez les fesses, là pour le coup je suis trivial, pour chercher du boulot. Ça je pense que c'est une idée folle. Et pour le coup, là je reprends votre mot, c'est même pas conservatrice, mais d'ancien régime. Les pauvres sont pauvres parce qu'ils le veulent bien et s'ils se bougeaient un peu, ils trouveraient du boulot. Moi je suis contre cette conception d'un mépris social terrible. Sur le chômage justement, quand vous voyez que la situation de l'emploi s'améliore, moins de 2,4% de chômeurs sur un an, est-ce que ça, ce n'est pas à mettre au crédit de l'action du gouvernement ? Je demande à vérifier, comme je vois que Francis Leté veut qu'on aille vite, mais que ce sont des chiffres souvent... Non, mais je comprends bien. Ce sont des chiffres souvent marqués par une grande précarité. Beaucoup de gens sont rayés des chiffres du chômage. La situation de l'emploi ne s'améliore pas. Vous avez du mal à dire que le gouvernement a fait quelque chose de bien sur le chômage ? Parce qu'il ne l'a pas fait. Ce n'est pas vrai. Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Non, mais je répète souvent sous la forme de contrats extrêmement courts. Le nombre de contrats courts n'a jamais été aussi important. Donc vous avez des chiffres qui peuvent apparaître comme un recul. Moi, je souhaiterais que ça aille, mais vous savez, je préférerais dire tout va bien. Merci, monsieur Macron. Mais j'observe que la précarité, la pauvreté est dans une situation aujourd'hui qui reste extrêmement forte. À propos des grèves, j'ai une question là d'un téléspectateur. C'est normal que le téléspectateur parle. Est-ce que vous soutiendriez l'idée d'une grève de la gratuité dans les transports, par exemple ? Une grève de la gratuité. Bertrand sur Twitter qui dit que plutôt que de faire grève, on rend tous les transports gratuits pendant 15 jours, j'en sais rien quoi. Je ne suis pas sûr que l'État l'accepte, mais vous savez, des fois, durant la grève, il y avait eu des mobilisations, on ne faisait pas payer les péages, par exemple. Vous savez, Vinci qui se goinfre sur le dos de péages
C'est assez scandaleux. Non, mais pourquoi pas toutes les modes d'action qui popularisent les choses sont les bienvenus. Je vois bien le côté un peu taquin dans la question, mais c'est ceux qui font grève. Non, mais ceux qui font grève ne le font pas par plaisir d'embêter qui que ce soit. Ils le font pour l'intérêt général. Ça n'est pas de gaieté de cœur qu'on perd des journées de salaire. Et je pense qu'il faut les féliciter. Et ce sont des héros. Ils marchent devant. Et je regrette parfois, je conclue là-dessus, que souvent le gouvernement montre les grévistes comme étant des gens en vérité qui n'ont pas le goût de l'intérêt général, alors qu'ils l'ont, de mon point de vue, beaucoup plus que ce gouvernement. On va remercier Tam Trainu et Brigitte Boucher. Je sais que vous aviez encore beaucoup de questions, mais ça va vite. Bon, merci. C'est moi qui parle trop vite, je m'excuse. J'essaie d'aller à l'essentiel. Et à lundi prochain. À lundi prochain. Merci. Bon courage, Merci Brigitte et Tam. On va accueillir maintenant vos collègues parlementaires. Et vos collègues parlementaires, c'est Valérie Gomez-Bassac, qui est députée de La République En Marche du Var, porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale, et Olivier Cadic, qui est sénateur des Français de l'étranger, UDI, membre de l'Union centriste. Bonsoir. Est-ce qu'ils ont déjà le droit à le même exercice que moi? Non. Bientôt, bon, je viendrai les interroger. Ah ben peut-être chacun son tour, c'est peut-être ça. Bref, vous savez que vous, à la France Insoumise, vous êtes placé au début du quinquennat comme l'opposant principal au gouvernement. Et de ce point de vue, vous avez notamment lancé des chantiers, notamment celui, c'est la première question de Valérie Gomez-Bassac, sur le budget. Tout à fait. Vous proposiez un contre-budget, c'est-à-dire 100 milliards sur 5 ans, avec même 137 milliards supplémentaires sur les 5 ans, fléchés de manière assez cohérente, puisque c'était sur l'accueil des migrants, sur les violences conjugales, sur un toit pour tous, sur les urgences. Donc sur les axes que vous financiez, cela, je peux que partager cet avis. Maintenant, ma question, c'est comment les financer? Alors prendre aux riches, pour distribuer aux pauvres, mais bon, encore opposer des classes, ça ne me convient pas. Donc j'aurais aimé vous entendre sur comment financer ces belles idées, parce que sur les objectifs, nous sommes tous d'accord. C'est vrai que nous avons choisi la prudence, nous allons par étapes, nous ne voulons pas aggraver la dette, donc nous faisons attention, mais nous avons les mêmes priorités quelque part, vous ne m'entendrez pas souvent le dire. Donc voilà, je voulais vous entendre sur les modes de financement. Alors maintenant, je me félicite que vous disiez qu'on a les mêmes priorités. Non, mais les solutions, nous l'avons dit, enfin, nous pensons que le CICE notamment est une absurdité. Il n'a rien apporté, c'est 20 milliards qui sont donnés aux entreprises qui profitent essentiellement aux grands groupes, 40 milliards même l'année dernière. C'est un argent qui a été gaspillé, nous sommes le pays recommandant d'Europe, l'argent qui a été reversé aux actionnaires n'a jamais été aussi important. Je prenais souvent l'exemple du groupe Carrefour parce que j'ai un Carrefour à Montreuil. Carrefour a bénéficié de plusieurs milliards d'aides, ou du moins de payer en moins ses cotisations, et ils ont continué à licencier 2400 personnes. Donc cet argent aurait pu être utilisé à autre chose. À quoi? Ensuite, notamment à ce que vient d'évoquer ma collègue sur le fait que, par exemple, on va créer des postes de fonctionnaires, on va créer des postes d'infirmières, on va créer des postes de policiers, par exemple. Les policiers, vous voyez, ils souffrent parce qu'ils sont souvent les victimes. Mais deuxièmement, sur la fraude et l'évasion fiscale, tous nous-mêmes, on dit il y a 80 milliards chaque année qui échappent aux recettes fiscales. Là, il faut mettre le paquet pour aller les chercher. Le nombre de contrôleurs et d'inspecteurs au niveau des services de Bercy est réduit. Donc, à bout d'un moment, on ne peut pas seulement déplorer la fraude et l'évasion fiscale et pas se donner le moyen de faire revenir l'argent. Voilà où est l'ambition de notre projet. Évidemment, je ne partage pas ces analyses, puisque c'est vrai que la souplesse qui a été accordée aux entreprises, c'est aussi pour favoriser l'embauche. Je vous entendais tout à l'heure parler, en effet, de la baisse du chômage. Je ne peux pas non plus être d'accord sur le fait que nous avons développé les contrats précaires, puisque ce n'est pas le cas. Et au contraire, nous prenons au contraire toutes les mesures pour éviter justement que les CDD soient utilisés à tort et à travers, et au contraire privilégier des contrats plus pérennes. Donc sur ça, je ne suis pas d'accord. Et sur la fraude fiscale, attendez, nous avons adopté quand même des mesures justement de lutte contre la fraude fiscale. Nous avons 5 milliards qui sont rentrés. Laissons aussi du temps au temps. Je veux dire, il y a un moment, c'est sûr que c'est pas assez. C'est sûr qu'il faut aller plus loin. Laissez du temps au temps. Est-ce qu'il faut attendre justement que ça produise ses effets? Alors ce que je veux dire, c'est nous n'attendons pas, puisque la loi est adoptée, nous n'attendons pas, puisque tout est mis en œuvre. Maintenant, il faut attendre des effets, forcément. Ce n'est pas immédiat, et personne n'a de recette miracle pour que ce soit plus... Mais est-ce que vous pouvez justifier le fait que parmi les premiers actes que vous avez pris, c'est la suppression de l'ISF? Impôt sur la fortune. Milliards. Ah bien sûr, je peux justifier. Aujourd'hui, il y a une étude qui montre que l'argent n'est pas du tout allé... Attention, pas suppression de l'ISF, on est allé sur l'IFI. Oui, d'accord, mais enfin, ça a coûté quand même 3,4, près de 3,5 milliards de recettes fiscales. Qu'est-ce que nous avons dit? Réellement, vous avez vu, il y a une étude qui a été faite qui montre clairement que l'argent n'est pas du tout allé dans l'économie telle que vous le souhaitiez. 3,5 milliards, c'est beaucoup quand même. Et si ça se confirme, nous sommes prêts à revenir sur ces mesures. Ayons l'intelligence aussi de faire ça. Si ça permet de réinjecter dans les... Mais ça n'est pas le cas. Oui, je pense, parce que nous vous l'avons dit pendant le débat. Il faut absolument
absolument redévelopper l'économie, il faut absolument Mais c'est donner pas le cas, ça marche pas. confiance aux chefs d'entreprise. Ça fait 2 ans, donc si on considère que la mesure n'était pas bonne, nous reviendrons dessus. Mais nous n'avons pas supprimé l'ISF. Mais quand parce que déjà 2 ans. Attendez, il nous en reste encore 2. Bon, d'accord. Alors, Olivier Cadic, qui est sur le plateau, à côté de Valérie Gomez-Bassac, lui, Olivier Cadic, il était dans l'actualité il y a quelques jours. Pourquoi ? Parce qu'il a fait adopter au Sénat une proposition de résolution qu'il a portée pour un renforcement des sanctions contre, je lis l'intitulé, des responsables des violations des droits de l'homme au Venezuela. Et vous avez appelé la France à soutenir le dossier auprès de la Cour pénale internationale. Au Venezuela, vous voyez le lien. Ça manquait, je ne fais pas une émission sans qu'on parle. Vous savez, on a fait, avec Jean-Luc Mélenchon, on a fait une petite boîte, la boîte à meux. Non, mais il se trouve que là, vous avez le sénateur qui est à l'origine. Oui, alors, fabuleux. quelle question vous voulez poser ? Allons-y. Oui, je ne sais pas si c'est la boîte, si c'est la bonne formule d'utiliser ça pour le Venezuela, puisqu'on parle quand même d'un pays où il y a des milliers de morts. Il y a un rapport de l'ONU des droits de l'homme qui montre que ce pays pratique la torture, pratique le crime contre les opposants, les assassine. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on en est à 4,5 millions de réfugiés qui ont dû quitter le pays, qui sont dans les pays environnants, que d'ici à la fin de l'année, on en sera à peu près à 8 millions, que 94% des Vénézuéliens vivent en dessous du seuil de pauvreté, 80% ne peuvent pas se nourrir comme il faut. C'est un désastre, c'est un vrai désastre. Et là-bas, les forces armées, le régime Maduro protègent tous les trafics. Et on sait que des milliards d'euros ont été sortis du Venezuela. Et donc cette résolution, c'est destiné effectivement à poursuivre les gens qui bénéficient de cet argent et lutter justement contre le blanchiment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et les gens qui profitent de ça et qui vivent en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette résolution ? Est-ce que vous êtes pour lutter pour les trafics dans tous les autres pays ? Moi, s'il y a des trafics au Venezuela, je suis pour lutter contre. Mais je vois bien l'intérêt, vous me parlez du Venezuela, parce que vous voulez faire le lien, évidemment, avec le fait que dans un pays qui a été marqué par la violence, où la première violence, notamment dans les années 80, il y avait un président social-démocrate qui, dans les rues de Caracas, avait fait tirer sur la population. Il y a eu près de 3000 morts. Le Caracas, dont vous avez sans doute entendu parler. C'est un pays extrêmement violent, de grande corruption depuis des décennies. Les pétrodollars ont financé énormément de corruption. Et Chavez, lui, n'a pas réglé tous les problèmes, mais pendant quelques temps, même l'ONU le reconnaissait, le PNUD, tout le monde, l'argent du pétrole a servi à faire monter le niveau d'éducation, le niveau de santé, etc. Il n'a pas réglé tous les problèmes, sans aucun doute. Mais il y a une situation de tension qui est restée extrêmement forte dans le pays. Aujourd'hui, ce pays est cassé en deux. Non, mais ce que je vois vous êtes d'accord pour dire à Olivier Cadic, ok, mais on met tous les pays dans le même... Non, mais ce que je veux dire, je ne soutiens pas s'il y a des violences de la part du gouvernement Maduro, et sans doute qu'il y a eu une réponse par moment qui était totalement inadaptée. Mais la violence, elle est aussi chez les opposants, elle est partout. C'est un pays où il y a une guerre, une tension extrêmement forte, où les opposants aussi ont tiré sur des forces de l'ordre. Il y a des policiers qui ont été abattus aussi dans les manifestations. Il faut raconter toute l'histoire. Et d'un seul coup, vous avez un homme, Juan Guaidó, qui se déclare, lui, le nouveau président, et comme par hasard, là, d'un seul coup, on va soutenir un opposant, et les États-Unis d'Amérique ont même menacé d'intervenir militairement dans ce pays pour mettre à la place un homme qui n'a pas été élu. D'accord ? Il y a eu des élections, on est d'accord ? Est-ce qu'il y a eu des élections au Venezuela ? C'est l'élection la réélection de M. Maduro qui est très contestée par tout le monde, et vous le savez. Pas par tout le monde. Ah, pas oui, par tout le monde. Non, effectivement, il y a des observateurs internationaux qui ont la considéré Russie, il y a effectivement des pays comme ça. Non, mais pas seulement. Même Jimmy Carter, qui était venu au Venezuela, qui avait reconnu que les élections... Non, mais... Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? La résolution, moi ce que je voudrais savoir, c'est la résolution. Vous la votez sur le fait qu'on... Mais je ne sais même pas ce que dit cette résolution. Mais elle participe sans doute à ce concert qui consiste à dire une chose. Je vais vous dire le problème. C'est qu'au Venezuela, il y avait des compagnies privées qui avaient la main sur le pétrole, qui étaient liées aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi les États-Unis d'Amérique sont aussi agressifs aujourd'hui contre le Venezuela ? C'est qu'ils veulent remettre la main sur le pétrole. Donc tout le discours, et peut-être votre résolution s'y ajoute, qui consiste à dire aujourd'hui qu'il faut absolument virer Maduro, qui sans doute n'a pas fait que des choses justes, et dont l'erreur a été sans doute la monoactivité autour du pétrole, mais qui veut remettre à la place des hommes fantoches, qui sont les hommes des compagnies pétrolières américaines, je dis non. Et je pense que votre résolution s'inscrit dans ce cadre-là. Alors maintenant, je vais vous dire, est-ce que vous condamnez ce qui se passe aujourd'hui au Chili ? Écoutez, est-ce que vous condamnez ce qui se passe aujourd'hui au Chili ? Parce que moi, je suis président du groupe d'amitié France-Chili. Et aujourd'hui, M. Piñera, lui, a fait intervenir l'armée au Chili. Vous voyez que je connais bien, j'ai une part de ma famille. Est-ce que vous condamnez M. Piñera sur les violences contre le peuple chilien ? Non, mais attendez, là, d'abord, non, mais là, on ne peut pas mettre sur le même niveau. Ah non, sur le même niveau, ce qui se passe au Chili aujourd'hui et ce qui se passe au Venezuela, non, on ne peut pas le mettre sur le même niveau, je suis désolé. La question qui se pose, c'était ça la résolution. Oui. Est-ce que l'on poursuit ici en France, vous êtes d'accord pour qu'on poursuive en France ceux qui bénéficient de l'argent
du trafic au Venezuela? Mais au Réponse Qatar, rapide. Arabie Saoudite, non mais attendez, on va faire la liste de tous les pays dans lesquels ça a Vous ne lieu. répondez pas. Si, mais moi je suis contre le trafic, je vous l'ai dit. Donc et vous s'il voteriez- est avéré, mais je ne sais pas ce qu'est dans votre résolution, mais je veux dire que votre résolution, vous ne venez ici pour me parler de ça uniquement pour me faire sauter à la corde sur le Venezuela, alors que vous avez le cœur sec sur toutes les inégalités qu'il y en a dans le monde. Voilà, Ah, voilà c'est- ce que je vous dis. bien. Et c'est la vérité. Bien. D'ailleurs, Alors. vous n'arrivez même pas que je vous dis, est-ce que vous condamnez le fait que M. Piñera a fait tirer l'armée sur le peuple chilien? Vous dites non, c'est pas le sujet. Pas d'indignation Non, à géométrie on variable. ne- Et je vais vous dire, Bien, et on va s'arrêter là sur la question. non, mais ce que j'assume, moi, c'est que le gouvernement de Chavez, je dirais que c'est plus compliqué aujourd'hui, sans aucun doute, et le pays dans un état de chaos. Mais le chavisme a fait du bien au Venezuela. Alors, on va Il a fait revenir. du bien. Contrairement sans doute à des forces politiques que vous soutenez, qui elles aussi étaient Bien. liées. Les 4,5 millions de personnes qui ont quitté le pays Mais- l'entendent. et dans ce il que y en a vous combien de dites, certainement. Mexicains qui ont quitté le pays? Il y a combien de Colombiens qui ont quitté la Colombie? Bien, Non, mais on va Non, s'arrêter mais là pour est-ce que l'instant. vous savez, il y a combien Bien. de Portugais et de Grecs qui ont quitté la Grèce? Non, mais Allez, on va- non, on va- ok, on va c'est- s'arrêter Non, mais c'est- vous voyez ce que je je veux dire? crois que là, je crois que là, Non, c'est- mais parce que Valérie, oui, non, c'est mais pas Valérie que Gomez le- Bassac a une autre question à vous Venezuela poser. ne va pas bien aujourd'hui. Mais vous voyez, ne On va venez par- pas seulement me parler d'un seul pays, parlons de l'ensemble de l'Amérique latine. Parlons du mal qu'ont fait les États-Unis d'Amérique à ce continent. Bien, bien. On Des- va parler maintenant. Non, mais c'est on va et c'est revenir- encore le on va cas revenir en aujourd'hui. France, vous allez voir. Mais Et je sais pas, vous n'étiez pas de l'époque du service militaire obligatoire, vous? moi, Vous j'ai êtes trop fait un jeune. service civil à l'époque. Ah, J'avais ça servi existait de- encore, mais d'accord, C'était la d'accord. fin. Je croyais que vous étiez En fait, trop jeune. c'était la fin et on accordait assez Parce que vous facilement. savez- J'ai travaillé pendant 2 ans pour une association. D'accord. Laquelle? Comme ça, juste Oh, comme ça. L'école des parents, ça s'appelait. Vous savez. D'accord, d'accord. J'étais bibliothécaire dans un centre. Ah bon, voilà. Bon. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui existe qui ressemble un peu à ça, finalement. C'est le service national universel. Et là-dessus, Valérie Gomez-Bassac a remarqué que vous aviez eu une position un peu entre deux chaises. Ouais, tout à fait. Dans le programme qui était soutenu par la France Insoumise, vous proposiez aussi un service national obligatoire 9 sur 9 mois, etc. Donc avec un peu les mêmes objectifs toujours. Nous avons proposé le service national universel donc sur la base du volontariat. Nous avons expérimenté, ça fonctionne assez bien. Je suis désolée de vous le dire. 3000 volontaires qui ont joué le jeu sur 10 ou 11 départements, je ne sais plus. On voit que les jeunes en redemandent. On a fait des enquêtes auprès d'eux. Ils sont contents de cet engagement citoyen. Ils sont aussi ravis d'apprendre un peu les valeurs républicaines. C'est un complément à l'école et à l'instruction. Donc ma question est, pourquoi avez-vous voté contre? Parce que cette phase volontaire, si ça fonctionne, donc Vous c'est pouvez très rappeler bien, la ça durée du deviendra SNU? obligatoire. Combien de temps ça dure, 15 le jours et SNU? 15 jours. 15 jours, d'accord. Parce que ça ne sert à rien. Mais pourquoi ça ne sert à rien? Ça mélange les classes sociales, sert à ça rien, permet mais pas du d'apprendre l'hymne national, ça Non. permet de C'est sur la base du rencontrer- volontariat déjà, donc ça ne mélange absolument rien. Et un on n'y apprend fort rien. taux de participation. Non, mais sans aucun doute que aujourd'hui, sur la base du volontariat, vous avez quelques milliers de jeunes, et tant mieux. Mais moi, j'affirme qu'en 15 jours, je dis tout le monde, on n'y apprend rien, ça ne sert à rien. L'exemple qui a été donné par M. Attal est une vision militariste presque caricaturale. On a mis des jeunes au garde à vous, comme ça. Ça ne sert à rien. Ce que Mais nous vous étiez proposons... pour un service Non, national à la un France service- Insoumise. Et un comment vous le service financiez civique, aussi, un encore service une fois. civique, public et militaire pour ceux qui le veulent, qui consiste déjà véritablement à retrouver un esprit de conscription, c'est-à-dire que l'armée ne doit pas être que professionnelle, il est bon qu'elle ait un lien réel avec la nation. Ensuite, mixte, mais ça on est d'accord, les deux sont mixtes. Deuxièmement, la possibilité aussi que ce service civique soit dans des associations C'est le cas écologiques, pour le deuxième etc. round, D'accord. sur les Mais deuxièmes ça, 15 jours. nous on proposait 9 mois rémunérés Entreprise ou avec une association. véritable formation qui était accordée durant Et cette comment vous période. le payez, que demandait Valérie Gomez? Si vous faisiez sur 9 mois, c'est pareil, vous le financez comment? coûte Parce que cher. c'est bien, nous on est d'accord, hein, mais encore Non, une mais fois, je- c'est toujours la même chose, c'est comment arriver à financer sans enlever à d'autres. C'est-à-dire qu'on a mis quand même pas mal d'argent sur l'école, sur l'enseignement supérieur, sur les urgences, etc. Et ça, je trouve que c'est un premier pas, et un premier pas sans le rendre obligatoire, c'est un signe fort aussi, parce que Mais, les Français n'en peuvent chers- plus chers qu'on leur collègues- impose des choses et des choses. Et là, on laisse la parole leur aux impose? jeunes. Ah, mais moi, On j'impose impose rien. aux jeunes, là justement, on laisse aux jeunes le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et je trouve que c'est plus intelligent que le service obligatoire, Une en tout cas dernière dans un réponse premier là-dessus. temps. Non, mais moi, là, vous ne me faites que être en contre. Moi, je pense qu'on n'y apprend rien, je répète ça. Deuxièmement, sur les moyens, je vous ai dit tout à l'heure, ça ne vous a pas convaincu, quand il y a 60 à 80 milliards d'euros chaque année qui part en fraude et évasion fiscale, il y a là un chantier où il faut donner vraiment les moyens pour aller chercher cet argent. De la même façon que je considère que les près de 20 milliards chaque année du CICE, il a un nouveau nom désormais, n'ont servi à rien, ils auraient été plus utiles à relancer l'activité économique. De la même façon que je pense qu'il y a dans la transition écologique un gisement d'emplois Enfin, vous particulièrement auriez pas tout important. financé avec Mais ça. sans aucun doute, on hiérarchiserait les choses. Maintenant, vous demandez des éléments de réponse. Ce que j'observe, vous, c'est que vous aussi, la manière, c'est très politique, dont vous avez hiérarchisé votre activité, votre action gouvernementale a été de dire on commence par la suppression de l'ISF, on en a parlé, puis ensuite on remet en cause le Code du travail, on en a parlé, qui supprime toute une série de CHSCT, d'instances de représentation, qui posent
pose aujourd'hui d'ailleurs problème, par exemple, chez les cheminots. On porte des coups, notamment sur le service public, parce que la réalité, c'est là, on supprime des postes, etc., etc. Et on voit l'état du pays aujourd'hui, qui, malgré tout, politiquement, ne me semble pas aller très bien, tant sur le plan social que, j'ai envie de dire, idéologique. Le pays aujourd'hui, il est mal. Justement, parce qu'il a, vous avez vu évidemment cette polémique sur l'interdiction du voile pendant les sorties scolaires. Alors qu'il faudrait parler social, on en vient à parler. Non, on parle. Mais pourquoi on en parle? Parce que Olivier Cadic, qui est en face de vous, lui, il a voté contre la proposition de loi des Républicains qui interdit le port du voile dans les sorties scolaires. Mais peut-être pas pour les mêmes raisons que vous. Vous allez nous expliquer ça et poser la question à Alexis Corbière. Oui, pourquoi vous avez voté contre? Simplement, moi je vis au Royaume-Uni et donc on vit dans un environnement qui n'a rien à voir avec celui qu'on connaît. Pays différents, pratiques différentes, mais simplement parce que ce n'est pas le problème aujourd'hui. Le plus crucial dans le domaine, moi je suis allé à Médine, je suis allé rencontrer les Français à Médine qui prennent des cours de salafisme pour revenir en France. Ce n'est pas du tout le même monde qu'ils vont enseigner. Les mêmes règles que notre État républicain. Ce que vous voulez dire, et ce que je veux dire, le problème, c'est plus les écoles coraniques, c'est plus qui finance ces écoles ici en France. Et c'est ça qui attaque la République en profondeur. C'est pas cette question de voile. La burqa est interdite et toujours est-il que je ne vois pas de gens qui sont arrêtés ou qui reçoivent d'amende pour port de burqa. Donc aujourd'hui, le problème, il est là, il est profond. Il faut qu'on le traite et il ne faut pas partir sur des choses accessoires. C'est ce que je pense. C'est pour ça que je ne l'ai pas voté. Ceci étant, la tribune que vous avez, je ne sais pas si vous l'avez co-signée, mais une partie de gens qui sont dans votre parti s'en réclament, qui dit que la France devient un pays islamophobe ou les Français deviennent islamophobes. Ça participe à l'hystérisation du sujet. Et ça, je pense que ça fait beaucoup de mal. Qu'en pensez-vous? Alors, deux choses d'abord. Parce que vous avez vu qu'Olivier Cadic, qui est un libéral, lui dit « je n'ai pas voté » parce que, en gros, si je résume, c'est aussi chacun a le droit de vivre comme il veut. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Alors, moi, je ne partage pas l'opinion d'Olivier Cadic. Vous auriez voté la même chose. C'est-à-dire vous auriez voté la même chose, vous auriez voté contre. Mais pas pour les mêmes raisons, mais c'est ce qu'on veut comprendre. C'est ce qu'on veut comprendre. On est invité à débattre parce que les choses sont plus subtiles dans nos idées des uns et des autres. Voilà, comprendre, pardon. Moi, je n'aime pas le modèle anglo-saxon où, effectivement, les signes religieux sont partout, etc. Moi, j'aime bien la France laïque, où je pense que les fonctionnaires ne doivent pas arborer des signes religieux, qu'il est bon qu'on dise qu'à l'école, il n'y a pas de signes religieux, etc., etc. Maintenant, la laïcité qui s'exprime notamment dans la grande loi du 9 décembre 1905, à l'initiative d'Aristide Briand, j'aimerais juste qu'on se souvienne qu'il y a eu un débat. Vous savez, il y avait l'abbé Guéraud qui représentait l'Église catholique. Et puis il y avait Aristide Briand au milieu, j'ai envie de dire. Et puis il y avait une autre aile qui est représentée par un député qui s'appelait Maurice Hollard, qui lui était très sur une position anticléricale et qui avait notamment proposé à l'occasion des débats qu'il y ait l'interdiction de la soutane et des signes religieux dans la rue. Et Jean Jaurès, donc quelque part un peu, j'essaie de m'en réclamer parce qu'il bascule du côté d'Aristide Briand, il dit non, la laïcité, ça n'est pas l'anticléricalisme. La laïcité, c'est la liberté de conscience, la liberté de croire et de ne pas croire, le fait que l'État, ceux qui représentent l'État, les fonctionnaires, n'arborent pas de signes religieux, pas de financement public des religions, mais ça n'est pas la guerre aux religions. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? C'est que je crois que ceux qui nous font des leçons de laïcité, en veux-tu en voilà, mais qui en ont rien à fiche du fait qu'on invite des députés à participer à des messes, on n'a rien compris à ce qu'est la laïcité. La laïcité, c'est pas dire à un monsieur dans la rue, enlevez votre kippa. C'est pas dire à une dame, enlevez votre foulard. C'est absurde. Par contre, c'est dire, effectivement, que les discussions que nous avons, les décisions politiques, ne doivent pas être inspirées par une vérité révélée non discutable. Donc, pas de religion dans le débat politique. Sur la tribune, pas de financement public des religions. Parce qu'il y a deux. Mais la tribune, mais il y a un débat sur la tribune. Oui, il y a un débat. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a sans doute des gens qui manifesteront dimanche dont je ne partage pas l'opinion. Maintenant, moi, il m'a semblé... Vous manifesterez dimanche. Oui, mais il m'a semblé, mais les amis, mettez-vous à ma place, et je pense qu'on pense un peu la même chose. Si une synagogue avait été attaquée, si une mosquée a été attaquée, tout ça part de l'événement de Bayonne, il est bon qu'on se retrouve tous dans la rue. Mais pourquoi il y a un débat sur la tribune? Qu'est-ce qui coince? Parce que c'est les premiers qui ont lancé l'initiative. Mais moi, le texte de la tribune, il ne me choque pas outre mesure. Voilà. Moi, dans la rue, quand il y a des profanations de tombes ou des choses comme ça, quand même. Hein. Madame. Ah je vous reprends là. Vous me voyez moins dans la rue. Ouais. Pardon. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et là,
Ne jouons pas cette polémique. Je parle de manifestation. Sur quel? Où est-ce que vous ne m'avez pas vu? Où est-ce que vous ne m'avez pas vu? Je suis d'accord. Non, mais puisque vous me prenez sur ce terrain-là, pardon, où est-ce que vous ne m'avez pas vu? Je vais vous répondre. Je dis simplement que c'est vrai que, bon, c'était pas ma question, hein, mais je partage votre avis. On a la liberté, en effet, enfin, moi aussi, hein, je trouve qu'on a la liberté de croire, de ne pas croire, de choisir sa religion, etc. Maintenant, il ne faut pas trop monter ça en épingle non plus, parce que je respecte. Moi, le voile, ça ne me dérange pas du tout. Je suis prof, mes étudiants ont le voile, ça ne me dérange pas du tout. Vous êtes prof en université? Oui, tout à fait. Ah, oui, je précise. précise. Dans le lycée, on n'a pas le droit. Je précise. Et ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention aussi, parce que lorsque les catholiques se font agresser indirectement, lorsqu'il y a des actes de violence, il faut qu'on ait aussi tous ce regard bienveillant, je pense, à leur égard. Mais attendez, je reviens quand même sur la tribune, parce que vous dites quand même à Olivier Cadic, vous dites là ce soir, que cette tribune, il peut y avoir des choses qui vous gênent dedans. Vous l'avez signé, mais ça peut faire débat. Mais pourquoi? Non, mais parce que vous l'avez dit, sans doute qu'il y a des gens... Que les choses soient claires, moi je suis pour qu'on puisse garantir le droit de pratiquer sa foi, mais aussi de critiquer les religions en France, évidemment. Je veux dire, c'est ça la laïcité, c'est ça qui fait la beauté du pays. On s'est battu... Et dans la tribune, il n'y a pas assez cette reconnaissance du droit de la tribune, à la limite, elle dit les choses clairement, et elle dit... Mais je sais bien, je vais être honnête, que dans la rue, sans doute dimanche, il y a des gens qui, eux, n'acceptent pas toute critique envers les religions. Bon, mais en attendant, ce n'est pas une manifestation qui dit on n'a pas le droit de critiquer les religions. Ce débat-là, il a lieu, c'est même un débat après sur le contenu qu'on met au mot islamophobie. Mais je pense qu'il y a une réalité, malgré tout, aujourd'hui, c'est que les musulmans, je vais vous dire, ils ont peur. Ils en ont assez d'être pris pour cible en permanence d'un discours qui va trop loin. Ils ont peur. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je pense que nous, d'un point de vue républicain et fraternel... Vous pourriez aller manifester? Je ne le ferai pas, parce que je ne veux pas mettre en avant plus une religion qu'une autre, ou plus une façon de faire qu'une autre, c'est tout. Mais en effet, je partage votre avis sur le fait qu'aujourd'hui, les musulmans... Je prends un exemple, mais pour les choses soient claires. Il y a trop d'amalgame. Voilà, ça c'est bien. Et puis je répète que moi, ça m'est arrivé, notamment, j'ai évoqué la mémoire de Mireille Knoll, vous savez... Bon, quand il y a de l'antisémitisme, il est arrivé de manifester avec des gens qui, à la fin de la manif, ont un drapeau israélien en disant Israël vaincra, ce qui n'a aucun rapport avec la manifestation. Et ils sont très agressifs. Et pourtant, je pense que j'avais raison d'aller à cette manifestation. Donc peut-être qu'il y aura des choses qui auront lieu dimanche de la part d'une infime minorité qui ne correspondent pas et que à vous mon condamnez opinion, par avance. Et que vous condamnez par avance. Mais revenons à l'essentiel. Oui, je pense que ça fera du bien à ce pays si on se rassemble tous pour dire paix, fraternité. Engueulons-nous sur les questions sociales. Engueulons-nous sur, y compris, permettez, allez, le Venezuela. Mais attention, ce pays, si on commence à le déchirer sur des questions religieuses, ça peut mal finir. Ça peut mal finir. Olivier Cadic, donc qui voilà voulait vous poser une question personnelle pour 1 minute de réponse. Hein. Oui, donc 30 secondes de réponse, de question. Le personnel pour le côté entrepreneur. Oui, d'accord. Parce que c'est un entrepreneur que vous avez en face de vous. Voilà, donc oui, et j'ai découvert que vous avez aussi été un entrepreneur. Moi, je le suis depuis 37 ans. Non, je n'ai pas été entrepreneur. Pendant 9 pendant mois. Les 9 mois de la campagne électorale sur un statut particulier qui était dû à une grande précarité de la campagne. Voilà, je ne suis pas entrepreneur, je suis enseignant. Depuis 22 ans en lycée rapidement, parce qu'après... Mais donc, justement, vous avez été auto-entrepreneur, puisque vous avez facturé à la fois la campagne, l'équipe de campagne, vous avez facturé une société qui travaillait pour l'équipe de campagne, vous avez partagé votre facturation sur deux structures, au lieu d'être employé par la campagne, comme le faisaient d'autres candidats. Mais ça, c'est l'optimisation fiscale, puisque ça évitait de payer des charges patronales. Non, mais des charges, j'ai payé 30%, vous le savez, comme auto-entrepreneur à l'URSSAF. Donc, vous savez, je vais vous dire, pendant la campagne présidentielle, les sondages nous mettaient assez bas au début avec Jean-Luc Mélenchon et les banques ne voulaient pas nous prêter d'argent et nous n'avions pas les 500 signatures. Moi, je suis fonctionnaire et je me suis mis à disposition, mais je pouvais à tout moment revenir à mon boulot. D'où le fait que j'ai choisi un statut précaire que je ne veux pour personne. Mais moi, je suis fonctionnaire. Je ne suis pas auto-entrepreneur, livreur de pizza, en train de risquer ma vie sur un vélo. Et ce n'est pas de l'optimisation fiscale. Ben non, je veux dire, moi, j'ai payé 30%, vous savez, de l'URSSAF. Bien. Donc, j'ai tout payé ce que vous voulez. Franchement, dans la mesure où on est sûr d'être remboursé, on n'a pas de souci avec ça. Mais cette précarité, je l'ai acceptée, je le répète, parce que je suis fonctionnaire et que ceux qui étaient dans cette situation un peu mis à disposition de la campagne étaient ceux qui pouvaient à tout moment, en janvier-février, revenir au bourreau. Parce qu'on a fait ça avec des briquets de broc et on a fait une belle campagne. 19,5%. Vous avez votre réponse, Olivier vous avez Cadic. été entrepreneur. Merci. Oui, non, c'est ça qu'il voulait vous faire dire. Merci. J'ai une haute opinion de ceux qui montent une entreprise. C'est pas ce que j'ai fait. Et merci Valérie Gomez-Bassac d'être venue sur ce plateau ce soir. À bientôt. Et maintenant, on va accueillir Yves Tréhard. Vous avez cité son nom. Oui, parce que vous avez demandé des noms. Et comme je sais que c'est un homme qui a le cuir solide, il va Bonsoir. Bonsoir Alexis Corbière, bonsoir Francis. Alors j'ai l'habitude, vous inquiétez pas, de faire 2 ou 3 petites minutes de commentaires, qui seront autour de 3 mots d'ailleurs. Le premier mot, on a parlé de la violence dans les banlieues, et
Et ce qui est très étrange, c'est qu'il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, alors qu'il est peut-être le motif de la colère et surtout des violences, c'est drogue, qui est un véritable fléau dans notre pays, comme dans d'autres pays d'ailleurs. Et chacun s'accorde à dire, y compris d'ailleurs parmi des élus de gauche, que la drogue, c'est ce qui explique le malaise des banlieues aujourd'hui. Le deuxième mot sur lequel je voulais vous entretenir, c'est le mot de laïcité. Alors j'ai constaté quand même que vous avez les idées ou l'expression qui n'est peut-être pas aussi claire que vous le prétendez, peut-être, comme tout le monde d'ailleurs, mais les gens avec qui vous allez manifester quand même samedi, il y en a beaucoup, qui sont considérés, à tort ou à raison, c'est des indigènes, souvent des indigénistes, comme on les appelle, qui sont infréquentables, qui détestent la France, et on pourrait en dresser une liste importante. Et puis alors vous employez un mot qui me paraît étonnant, c'est quand vous parlez d'anticléricalisme. Mais on peut être anticlérical vis-à-vis d'un curé, d'un imam, ou parce qu'il fait partie du clergé, mais une femme qui porte le voile ou un homme qui porte un abaya, eh ben, celui-là, il n'est pas clérical, il est civil. Donc ça n'a rien à voir, l'anticléricalisme et les gens qui ne respectent pas la laïcité. La troisième chose, c'est là-dessus que je vais rebondir pour commencer mes questions. Vous avez dit tout à l'heure, notre force, c'est le nombre. Et c'est peut-être là votre faiblesse. Pourquoi ? Parce que Jean-Luc Mélenchon, comme vous avez appelé depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir à manifester. Vous avez même dit qu'il fallait marcher sur les Champs-Élysées, sur l'Arc de Triomphe et que vous seriez très nombreux. Ça n'a jamais marché. Il a fallu attendre les Gilets jaunes pour que, effectivement, une partie des Français se soulève. On se demande aujourd'hui quelle est la ligne de la France insoumise, parce qu'il y a une réflexion chez vous, justement, pour essayer de faire en sorte que la France se soulève. Il y a cette phrase de François Ruffin, « Il n'y aura rien sans débordement populaire ». Et on sent que chez François Ruffin, il n'y a pas la même ligne que chez Jean-Luc Mélenchon. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Sur François ? Non, je ne pense pas. Hein. Moi, j'ai lu son... Pardon. Son interview, vous l'avez lu, c'est dans Le Monde ce week-end. Oui, j'ai même son livre, parce que François... Et son livre aussi. Qui est un ami. Il est où le bonheur ? Il est où ? Très bien. À lire, etc. Tout à fait intéressant. Après, ce que dit François, il faut tous se rassembler dans un grand front populaire et écologique. À une époque, Jean-Luc Mélenchon avait parlé, lui aussi, d'une fédération populaire. La question, c'est comment on fait pour créer cette dynamique. De ce point de vue-là, François n'est au même point que ce que nous, on peut dire, ou Jean-Luc Mélenchon. Bon, il faut arriver à le faire. Et nous sommes là face à quand même une difficulté. Je sais bien, parfois, on essaie un peu d'opposer les uns et les autres. Là où... Mais non, on n'essaie pas. On voit des exemples quand même. Vous ne pouvez pas le nier, Alexis Corbière. Il y a Montpellier. Il y a sur les municipales. François Ruffin, oui. Clémentine Autain, qui souhaitaient justement une alliance avec les écologistes. Et puis le comité national de la France insoumise a dit non, il est hors de question. On y va par nos propres moyens. D'ailleurs, très souvent, Jean-Luc Mélenchon a favorisé et a plaidé pour que vous soyez seul, sans alliés. Peut-être dérangeant, alors que Ruffin, lui, il tend la main aux écologistes. Non, parce qu'à Marseille, Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même, pas lui qui a décidé, mais une certaine influence dans ce qui a été fait au niveau des municipales, était favorable à une alliance assez large et regrette d'ailleurs, vous savez que là, c'est les écologistes qui font cavalier seul. Vous avez une grande expérience des municipales, en général, c'est toujours des moments où les forces politiques s'engueulent, où il y a des Corbière, à Montpellier, il y a bien deux stratégies, là. Oui. C'est pas gênant, ça ? Mais il vaudrait mieux qu'il n'y en ait qu'une et que tout le monde se mette d'accord. Et pour laquelle vous plaidez ? Écoutez, j'ai du mal à voir exactement. Il y a un collectif qui s'appelle Nous Sommes, qui est un collectif qui se dit citoyen, qui a été choisi, que nous soutenons. Si c'est réellement choisi dynamique, par le Conseil national. Voilà. Si c'est réellement citoyen, dynamique, pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas assez sur place pour juger, vous savez, de la réalité des choses. Ce que je veux pas, vous faites pas partie du Conseil national ? Non. Ce que je veux pas, c'est qu'on ait des formulations. Il faut faire des trucs citoyens qui, en vérité, parfois, ne sont pas des réalités tout à fait. Il y a parfois des villes où ça peut être intéressant qu'on se retrouve avec d'autres forces politiques. C'est vraiment du cas par cas. N'y voyez pas un grand désaccord. Mais attendez, je voudrais reprendre le fil parce que ce que me dit... j'ai des questions à poser. Non, mais vous m'avez posé... Non, c'est pas des questions, c'était une introduction. Ah, pardon. Parce que drogue, j'en ai parlé. J'ai parlé de Bagnolet où je réclame un commissaire de planification. C'était un débriefing. Je voudrais vous poser encore... C'est dommage parce que sur l'anticléricalisme, on aurait pu avoir un échange. On va y revenir. Bon, mais d'une autre façon. Raquel Garrido, qui est votre compagne à la ville, tout le monde le sait, on peut le dire, est-ce qu'elle sera candidate ? Elle le laisse entendre à Bagnolet. Je ne sais pas, vous l'inviterez, c'est pareil, c'est des débats sur les municipales. Ce qui l'intéresse aujourd'hui, presque d'un point de vue citoyen, c'est une démarche qui passe vers une charte éthique,
qui pourrait être après proposé à l'ensemble des candidats, notamment avec des outils démocratiques nouveaux, des référendums d'initiative citoyenne, des possibilités de révoquer les élus. Elle est dans cette démarche-là. Je sais bien que tout ça, il y a de la passion autour de ça, parce que Raquel est un personnage qui, du fait sans doute de la médiatisation, entraîne une certaine passion. On peut d'ailleurs être élu et garder sa casquette de personnage médiatique. Je sais pas. D'accord. Je pense que Raquel, elle fera des choix. Elle les a pas encore fait. Oui. Mais bon voilà. Mais vous me parlez laïcité parce que ça c'est intéressant. Alors attendez, il y a une autre question importante, et vous savez que c'est une question que vous aimez pas parce qu'on vous la sort souvent. On dit souvent que entre le Rassemblement national et la France insoumise, il y a une porosité électorale. À tort ou à raison, probablement à raison sur le plan économique. Néanmoins. Mais, les sondages montrent que c'est à tort sur le plan électoral, que l'électorat Mélenchon vote très peu. Le Rassemblement national. Le JDD de dimanche infirme ce que vous venez de dire, puisque dans ce JDD, au deuxième tour, Madame Le Pen, qui se retrouverait face à Emmanuel Macron, eh bien, 62% de l'électorat qui a voté pour la France insoumise aux européennes voterait pour Madame Le Pen. Qu'est-ce que vous répondez à ça? J'y crois pas. Je pense pas. Vous ne croyez pas au sondage alors? Non, mais oui, alors, l'étude que vous évoquez, je ne pense pas que des gens qui votent Jean-Luc Mélenchon vont voter pour Marine Le Pen, qui a un programme qui n'est pas le même que le nôtre, qui n'est pas un programme pour augmenter le SMIC, qui n'est pas un réel programme aujourd'hui de défense de la laïcité dont on parlait, qui n'est pas un réel programme de redistribution des richesses, qui n'est pas un programme écologique, qui est un programme pour une 5e République, etc. Je suis d'accord pour ce que vous dites. Alors, ce que moi j'ai vu, je vais vous dire clair, parce que cette affaire... J'entends. Mais moi, je termine, parce que ce que vous dites là, oui. Quand on regarde le profil justement des gens qui votent pour Marine Le Pen, c'est les classes populaires et les classes les plus retirées, les plus éloignées des centres-villes. Et moi, je n'ai pas de mépris. C'est ceux que vous n'arrivez pas à capter. On en a capté 7 millions quand même, ce qui est pas mal. Oui, mais qui fait mieux dans notre camp? D'accord, mais il faut toujours faire mieux. Et je suis d'accord avec vous que nous avons subi des échecs et que les choses ne sont pas passées comme prévu. Ceci dit, je veux dire, moi, j'ai pas de mépris pour un électeur du Front National. Je veux lui parler. Tout à l'heure, on évoquait le fait que j'avais même donné... Pourquoi vous n'y arrivez pas à lui parler? On est arrivé on est arrivé à faire des choses lors de la dernière élection présidentielle. Il y a des gens qui voulaient exprimer une colère avec un vote que je qualifie d'extrême droite, raciste, qui considéraient que le problème c'était le musulman, l'immigré. On est arrivé à lui faire dire ton problème c'est plutôt le banquier, l'absence de redistribution des richesses. On travaille, c'est difficile parce que souvent aussi, vous savez, il y a un matraquage idéologique, des idées reçues, etc. De ce point de vue-là, mais je veux terminer, non pas que les sondages, je veux être méprisant avec ceux qui les font, mais moi j'observe toujours les vrais résultats de sortie des urnes. Et j'affirme ici, jusqu'à preuve du contraire, mais ça peut peut-être changer en 2022, que l'électorat Mélenchon, entre guillemets, est un électorat qui résiste bien au vote Front National, qui avait parfois des électeurs PS qui votaient plus Front National que ce qu'était un électorat Mélenchon. Donc méfions-nous des idées reçues là-dessus. 2022 approche, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il n'était pas sûr d'y aller. Qui pourrait y aller alors? Déjà, Adrien Quatennens? On va réfléchir collectivement. Moi, ce que je souhaite, c'est que... Vous souhaitez que ça soit lui? Qui? Mélenchon. Oui. Je pense que... Vous souhaitez que ça soit Mélenchon? Attendez, il n'y en a pas d'autre possible. Non, mais tout est possible. Tout est possible. La discussion est la suivante. Jean-Luc a réussi à coaguler des choses qui peuvent demain exploser en 1000 morceaux. Vous parlez de la France insoumise. Voilà. Ou même cette mouvance-là. Je suis contre la confétisation de notre camp. C'est-à-dire que même ceux qui voient des reproches à faire à Jean-Luc, et comme tout le monde, il n'est pas parfait. Je leur dis attention, les amis, à ce que, au-delà du fait que nous n'avons pas atteint la perfection, on ne déconstruit pas tout et qu'à l'arrivée, on se retrouve avec ce que j'appelle la confétisation, c'est-à-dire une succession de petites candidatures qui n'apportent rien. À ce stade, je dis bien à ce stade, en 2019, avec toute l'affection et la fraternité que j'ai pour Jean-Luc Mélenchon, j'observe que c'est quand même lui qui est le mieux placé pour rassembler tout ça. Si demain, ça n'était pas le cas, eh bien, on verra. Pour quelle raison d'abord? Mais lui-même, Jean-Luc, attendez, il a le droit de dire au bout d'un moment. Ça serait la guerre chez vous, non? Il n'y Pas aurait pas du de primaire tout. chez vous. On discuterait. Vous seriez candidat à ce moment-là? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas s'il faut Vous aider? pourriez être candidat à la présidentielle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si ça aide, mais je ne me conçois pas du tout comme tel, et sans doute que mes amis qui me regardent sont en train de se dire. Mais s'il y avait un vide, il est en surchauffe. Mais s'il y avait un vide, vous diriez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez cité. Vous l'avez dit d'ailleurs. Vous avez cité Adrien, vous en avez cité d'autres. La question, c'est pour l'instant, d'abord, c'est une question d'orientation stratégique. Comment on aborde cette prochaine présidentielle? Comment on essaie de rassembler beaucoup de choses? Un camp qui a une fâcheuse tendance bien souvent à s'engueuler et à trouver des tas d'éléments de discorde. Mélenchon. Vous reconnaissez alors une fâcheuse tendance à s'engueuler. C'est notre histoire. Depuis des décennies. Dernier mot de... Non, mais le dernier mot est que Jean-Luc, malgré tout, avait réussi et continue à réussir à avoir une parole qui embrasse les écolos, les révolutionnaires, les républicains sociaux, etc. Et à ce stade, je continue à penser que c'est lui le meilleur pour le faire. Une toute dernière question. À travers vous, Yves Traire, je dis, Jean-Luc, moi je te soutiens, ce qu'il sait. Alors, rapide. Toute dernière question. Admettons qu'il y a un deuxième tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Vous appelez à voter pour qui?
On le fera comme la dernière fois. Déjà, on consultera vis-à-vis de nos amis, ce qu'ils ont. C'était important. On avait fait ça la dernière fois, on nous l'avait reproché. Moi, je suis d'une tradition politique. Je vais vous dire, pas une voix pour l'extrême droite, car je pense que donc ça veut dire que vous appelez à voter Macron. Non, justement, il faut vous sortir. Vous êtes dans l'ambiguïté alors. Il faut sortir parce que je sais que dans ma famille politique, vous avez des gens qui n'iront pas voter pour Emmanuel Macron, qui aura cassé leur chômage, qui aura cassé leur assurance chômage, etc., leur retrate, etc. C'est pour laquelle, quelle est la conclusion? Quelle est la conclusion que je tire? Il faut éviter ce duopole et il faut éviter, c'est pour laquelle il faut Mélenchon au second tour, ça réglera le problème. Bien, merci Yves, désolé. On a Merci. vraiment